suis très sceptique sur un peu la boîte de Pandore que ça peut ouvrir en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne vont pas voir dans Bitcoin tout ce qu'on vient de se raconter là en fait. Beaucoup de gens vont voir d'autres choses et notamment l'aspect forcément lucratif, l'aspect profit, etc. Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo qu'on a fait ensemble avec Cyril sur le minage de Bitcoin et son intérêt pour le système énergétique et électrique. On a discuté de plein de choses, je vous invite à regarder parce que, la première vidéo parce que vraiment elle pose les bases. Là on va continuer sur notamment les aspects d'application technique industrielle du minage de Bitcoin qu'on pourrait envisager, le point de vue un peu technique on va dire, ce qu'on maîtrise le mieux je pense, et ensuite quelles réserves on pourrait avoir, voilà, si tu as d'autres sujets n'hésite pas, hein, ça peut susciter aussi de nouvelles questions. Je te laisse reprendre et peut-être remettre un petit peu de contexte et sur quoi tu veux nous emmener. Ouais, très bien. Pour remettre du contexte, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'intéresser à la partie, l'opération physique de minage de Bitcoin et de voir quel rôle il peut jouer dans le système énergétique. Ouais. On a rappelé 2 grosses caractéristiques, c'est que le minage, il te demande de l'électricité. Il te sort de la puissance de calcul qui peut être rémunérée en Bitcoin et de la chaleur, donc ça c'est physiquement, et que cette opération a 2 caractéristiques clés pour un réseau d'énergie, c'est qu'on peut le faire n'importe où dans l'espace, c'est des conteneurs de 1 méga qu'on va déposer quelque part sur Terre où on a envie, et l'opération, là, le processus de miner est très flexible, on peut le couper et le redémarrer quand on veut. Donc avec ces 2 trucs-là, on a déjà pu expliquer dans la première vidéo pas mal de choses sur ce que ça permettait comme opportunité. Donc je pense que ce qui reste à préciser, c'est dans quel cadre d'autres pays l'ont utilisé, comment la France pourrait potentiellement l'utiliser, quels sont d'autres usages un peu plus, comme tu dis, des cas d'usage qu'on n'imagine pas forcément comme ça de prime abord, et surtout quelles réserves, parce que une certaine partie des gens aimeraient faire croire que c'est la solution ultime à tous les problèmes. Loin de là, ouais, c'est important il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. C'est ça, où nous, notre posture, c'est vraiment de se dire, ce sujet est là, il prend une place majeure dans les débats, il prend une place majeure dans le quotidien des gens. Ce serait une erreur d'être démuni vis-à-vis de ça, parce que ça va venir dans les débats, quoi. On le voit dans les autres pays. Oui, ça va pas avoir un avis biaisé. On essaie de donner un peu les filons techniques et sur le système, que ce soit pas que technique, mais aussi financièrement, comment ça marche derrière. Et en fait, tu vois... Là où on pourrait se limiter à dire ah non, à Bitcoin j'y touche pas, non, là justement essayer de, surtout à l'horizon, avec l'horizon de la présidentielle de 2027, se dire comment ça peut rentrer dans les débats, comment l'État peut avoir un rôle, parce que ce qu'on a dit juste avant à la fin de la dernière vidéo, c'est que c'est l'État qui doit s'en saisir de ce sujet-là et pas des acteurs privés pour des raisons qui seraient de base en fait l'État pourrait garantir un usage raisonné en fait de la technologie en prenant uniquement le surplus d'électricité et ce surplus permettrait de financer une électrification des usages ou en tout cas le fonctionnement pour chacun des Français et pas pour enrichir des actionnaires. Donc c'est l'État qui doit s'en saisir de ce sujet Bitcoin et si on veut conseiller l'État, qu'est-ce qu'on lui dit à l'État, quoi ? Comment on s'y prend ? Bon, en tout cas, sans forcément avoir la prétention de conseiller l'État, mais au moins que les Français et Françaises et les autres qui nous écoutent puissent comprendre. Enfin, voilà, on a comme d'habitude pas la prétention de tout maîtriser, juste livrer humblement ce qu'on a compris comme point structurant du débat et essayer d'apporter nos éclairages avec notre métier on connaît un peu le réseau, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. on est ingénieur chez Enedis, donc on connaît, mais effectivement il y a des choses qu'on ne connaît pas et c'est important que vous puissiez nous le dire en commentaire et que, c'est aussi pour ça que dans la dernière vidéo qu'on avait fait, que ce soit sur le changement de PDG d'EDF ou le blackout en Espagne, il y a quand même eu beaucoup de commentaires que j'ai... Parfois, c'était certains déplacés, mais la majorité, quand même, c'était constructif et ça participait au débat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à apporter. Espace commentaire, partie intégrante de la discussion. Donc, oui, si on part sur ça, grande chose, le grand usage de Bitcoin qu'on pourrait penser pour un système électrique, c'est, comme tu l'as dit, dès qu'on a
de la surcapacité de production installée. Dès qu'on est obligé de se priver d'une énergie qui est déjà là. En fait, le minage est l'acteur un peu qui permet de le valoriser. Donc allons-y. Ben, sur le cas du Japon, par exemple, tu as eu un podcast qui est sorti sur Kenji Tatewa, qui est un ingénieur de telco de base. Japonais. Telco, c'est l'équivalent EDF de Tokyo, quoi. Tokyo ou Japon? Tokyo. Okay. Parce qu'ils ont plusieurs, on est le seul pays à avoir un opérateur réseau, voilà. Et donc l'interview est passée il y a pas plus, il y a quelques jours, semaines sur la chaîne de l'INBI. L'INBI, c'est l'Institut national du Bitcoin, qui essaye justement de vulgariser ces questions-là. Mais bon, c'est le travail de cet ingénieur, je m'y intéressais déjà avant. Parce que voilà, moi, tous les gens qui me parlaient de Bitcoin et transition énergétique, souvent, c'est des gens qui connaissaient peu, ou en tout cas pas grand-chose, au réseau déjà, enfin avec beaucoup d'idées reçues qui sont normales quand on n'est pas dedans, et donc moi j'essaie d'aller voir vraiment les profils techniques qui mettaient en place les solutions, et donc lui il en fait partie. Pour le contexte, 2011, Fukushima, nucléaire japonais, à gros coup dur, quoi. Donc l'opérateur du Japon, notamment avec le nucléaire, a été emmené à délaisser cette source d'énergie, mais surtout a dû on lui a imposé, ce qui est normal, de nettoyer tous les dégâts qu'a causé cet accident, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la fusion du cœur, le quorum. Vous pouvez aller voir des vidéos. Sous-marinement, là, il y a plein de choses à récupérer, et ça coûte super cher, etc. Donc ça a une radioactivité énorme. Et ça peut mettre en faillite un opérateur. Donc ils ont lancé des concours, s'ils expliquaient dans le podcast, ils ont lancé un concours de un peu start-up en interne, quoi, donner des idées innovantes pour aider l'opérateur réseau à prospérer financièrement, à trouver des pistes de diversification de revenus, à gérer les productions, etc. Donc cet ingénieur là, Kenji Tatewa, il s'est dit, il connaissait rien non plus à l'aspect Bitcoin monnaie, mais plutôt énergétiquement, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui prend de l'énergie, qui peut s'arrêter quand on veut, ce que j'ai rappelé au début, quoi. Ouais, donc il sort d'argent, en fait. Et qui sort de la chaleur. Et donc pourquoi ne pas utiliser ça? Donc ça a mis un peu de temps avant de faire son chemin, avant qu'il ait l'autorisation de créer sa boîte Agile Energy X. Qui va utiliser, là ils font des démonstrateurs de ce qu'il expliquait dans la vidéo. Ils ont des capacités installées là qui fonctionnent. C'est ça, je crois qu'il disait 100 kW, donc c'est pas grand chose, séparé en 2x50 pour deux usages différents. Donc il y a un usage qui est de mémoire couplé avec les ENR, donc l'éolien et solaire, avec leur intermittence, quand ils produisent et qu'on n'en a pas besoin, utiliser le minage à ces moments-là et voir ce que ça donne, donc proof of concept, quoi, on va dire. Et l'autre usage, c'est pour décongestionner le réseau. Donc là, pour expliquer, c'est un sujet qui est un peu moins connu et compris, mais que tu expliquais dans tes vidéos, c'est que même si on oublie complètement l'équilibre national de la consommation et de la production, donc le boulot de RTE, qu'on regarde au côté de Enedis, parfois dans le réseau, il y a des congestions parce que les chemins de l'électricité ne sont pas en capacité de faire transiter cette même électricité pour diverses raisons, notamment le transit dans les ouvrages, que ce soit les câbles, les transformateurs, etc. Dit autrement, tu peux te retrouver avec une production disponible, mais que tu peux juste ne pas pouvoir acheminer parce que ton ouvrage est congestionné. L'exemple de l'autoroute que tu donnais, voilà. Ou tu as une autoroute à 2 voies toute l'année, mais l'été, tu dois avoir l'équivalent de 6 ou 7 voies pour faire passer le flux des vacanciers qui transitent en France. Comment tu fais? Est-ce que tu dimensionnes à 6-7 voies à l'été pour toute l'année, ou tu t'acceptes des contraintes et un ralentissement des voitures? Bon, là, du coup, pour l'électricité, ça serait simplement un délestage, par exemple, une diminution des productions pour en fait ne pas détruire le matériel qui est présent sur le réseut, quoi. C'est ça, et donc économiquement, c'est pas intéressant de construire une surcapacité pour un truc que tu vas utiliser, qui va utiliser à puissance maximale très peu de temps dans l'année, quoi. Mais par contre, quand tu dois faire passer la pointe, donc c'est le cas pour toutes les infrastructures réseau, elles sont confrontées à ce problème. Dans ce cas-là, ce qu'il a proposé, c'est de dire, dans les moments où il y a cette pointe, on va miner Bitcoin, et comme ça, dès que la contrainte est passée, on arrête de miner Bitcoin. Nous, on le voit dans notre métier.
quand on doit intégrer un producteur, il va nous faire une demande avec une puissance à injecter dans le réseau, admettons, je sais pas, 10 mégawatts, et on va lui dire, ah ben là, l'ouvrage en question, là, au plus proche de toi, il peut pas te permettre d'accueillir les 10 mégawatts, on doit t'envoyer vraiment 10 km plus loin, 20 km plus loin. Donc lui, ça l'arrange pas. Hein. Pour donner un ordre de grandeur, 100 000 euros pour 1 km de raccordement à peu près. Donc lui pouvait avoir des ouvrages réseau à, je sais pas, à 1 km, et on lui dit, bah non, là c'est trop congestionné à certains moments, on t'envoie à 20 km. Ça lui plaît pas. Ça coûte 2 millions, merci. Voilà. Vous avez autre chose à proposer, Enedis ? On propose du bridage dynamique, ta spécialité, les offres à modulation de puissance, en disant, en fait, ok, tu veux mettre 10 mégas, et nous, l'ouvrage, il peut pas accueillir 10 mégas, mais il peut accueillir sans problème 8 mégas. En fait, toi, dans l'année, est-ce que tu as vraiment besoin des 10 mégas tout le temps ? Pas tant que ça. Donc, si dans la majeure partie du temps de l'année, tu as besoin que de 8 mégas, on peut te raccorder. Jusqu'au moment où toi, tu vas injecter les 10 mégas, on va te brider, on va te dire, non, tu dépasses pas ces 10 mégas là, parce qu'on peut pas te les fournir. Ouais. Avec une solution, un consommateur de dernier recours, ce surplus là, hop, tu peux lui donner au moment où il surproduit. C'est ça. Tu peux décongestionner ton réseau. Tu n'avais pas prévu ça dans ton offre de raccordement. Mais là, tu décongestionnes et tu le mets à un endroit proche de la production, du coup, j'imagine. Là où la tension est plus proche. Parce que pour plein de raisons, c'est toujours intéressant d'avoir la production au plus proche de la consommation, pour les portes en ligne, pour plein de choses. Effectivement. C'est ça. Et donc là, tu décongestionnes ton réseau, tu peux produire tout le temps et tu n'as plus de limitation. Ouais. Et donc, ce que lui, il teste, c'est avec des machines, donc les machines les plus performantes. Quand ton modèle d'affaires, ça va être d'acheter de l'électricité pour te faire rémunérer en fonction de ta puissance de calcul, tu veux un minimum de pertes parce que tu perds de la chaleur. Donc, tu vas prendre les machines les plus efficaces, les dernières générations. Par contre, pour cet usage-là, tu as juste besoin, c'est un service système que tu vas vendre. Tu dis, moi, je décongestionne le réseau. Tu as juste besoin de consommer de l'électricité. Donc, tu t'en fiches si c'est la machine la plus performante. Donc, ce qu'il expliquait dans la vidéo, c'est qu'il va reprendre les machines qui ont déjà servi, qui sont considérées comme étant obsolètes parce qu'il y a des générations plus performantes pour miner. Là, il les prend, il les met et ça peut juste dissiper de la chaleur qu'il peut récupérer avec un échangeur pour alimenter un réseau de chaleur local, quoi. Ouais. Et donc, ils ont créé ce qu'ils disaient le Tokyo Bitcoin Base, où ils expliquent tous ces cas d'économie circulaire-là, où un territoire qui localement veut, par exemple, intégrer des renouvelables, va coupler avec du minage pour éviter une congestion, et derrière, tu peux créer une chaîne de valeur. Tu peux imaginer la même chose pour un industriel. Ouais. En fait, vu que ça libère de la chaleur, si tu la positionnes où tu veux, et tu peux le faire, tu peux t'arranger pour récupérer cette chaleur. Donc, en même temps, tu rends un service parce que tu décongestionnes le réseau et en même temps, tu valorises un des coproduits de ton service par une autre chaîne de valeur qui peut servir derrière un développement économique, qui peut créer de l'emploi, quoi. J'ai envie de prendre un exemple en l'industriel dans une zone à forte pénétration de NR. Donc on va dire la diagonale du vide française est remplie d'industriels qui font ça. Ils font de l'autoconsommation avec du surplus en fait de production. Donc ils autoconsomment quand ils ont besoin, quand ils n'ont pas besoin, ils injectent sur le réseau. Le souci, c'est que quand ils injectent sur le réseau, quand le réseau en a pas besoin, on est en contrainte, élévation de tension, on bride, on peut pas, on doit piloter en tout cas, et souvent on le fait pas, et c'est vraiment problématique pour le réseau. Ce qu'on pourrait imaginer pour cet industriel qui a besoin de chaleur pour chauffer ses bureaux déjà, mais aussi pourquoi pas de la chaleur industrielle, c'est de mettre un moyen de production, un moyen de minage de Bitcoin dans son usine. Je sais pas, il se prend un conteneur sur son parking, il met ses cartes graphiques de minage de Bitcoin. Il va autoconsommer quand ses panneaux photovoltaïques répondent à sa demande, à son besoin. Quand il n'a pas de demande, il peut injecter sur le réseau. Si le réseau, troisième cas, n'est pas en mesure d'accueillir sa production, il va miner du Bitcoin et faire rentrer de l'argent dans son système. Donc en fait, on voit que dans tous les cas, sa production photovoltaïque servira. Dans l'ordre de priorité qui est le plus rentable pour lui, ça sera potentiellement d'abord son activité industrielle, puis ensuite
le réseau électrique, puis ensuite le minage de Bitcoin. Et ça, c'est un cas d'application qui s'applique dans toutes les industries délocalisées où il y a de la surface où on peut mettre du photovoltaïque. Et voilà, il n'y a pas de perte. Et le dernier truc que j'ai pas dit, c'est que la chaleur que va produire dans le dernier cas, du coup ça sera de la chaleur qu'on ne pourra pas garantir à tout instant évidemment, mais elle pourrait être réinjectée pour son industrie s'il a besoin de chaleur. Donc voilà, c'est un cas d'usage. Ça marche dans une ville avec un circuit de chaleur, un réseau urbain, mais même pour un industriel. Donc à la rigueur, en fait, on voit ce développement de cas et d'applications qui peuvent être faits soit par l'État pour accélérer la transition énergétique, donc là, pas un acteur privé, mais aussi un acteur privé, à la rigueur. Ben, c'est ça, et ça me fait penser à un autre cas que j'ai vu, alors que je maîtrise moins, donc j'essaie de pas dire de bêtises dessus, c'est les producteurs d'hydrocarbures, parfois ils vont torcher, donc ils vont brûler ce qui ressort et qu'ils veulent pas, donc du gaz, etc., et ça va émettre du méthane, et méthane qui est 28 fois plus réchauffant en pouvoir climatique, là, au pouvoir de capacité à réchauffer l'atmosphère que le CO2. Et donc c'est plein d'émissions de méthane qui partent en sortie de ces usines-là. Bah, tu as un autre usage que j'ai pu voir où des gens vont se mettre à ces endroits-là parce qu'ils peuvent aller où ils veulent, mettre en place un système de production d'électricité à partir de ce coproduit dont personne ne veut, et du coup valoriser ce méthane qui ensuite va émettre du CO2 dans son mécanisme qui est 28 fois moins réchauffant. Donc ça émet quand même du CO2, mais tu produis de l'électricité en minant ton Bitcoin, et donc tu réduis... alors j'aime pas trop cet argument parce que ça donne une caution à ces industries-là qui vont dire regardez, on peut limiter notre impact en minant du Bitcoin, ce qui nous fait réduire notre équivalent émission CO2 par un facteur 28 parce qu'on va plus émettre que du CO2 et pas de méthane en utilisant cette moyen de produire de l'énergie. Mais on a besoin d'aller vite, tu vois, sur les réductions de méthane. Donc, encore une fois, si c'est cadré en disant que ça doit quand même pas permettre de cautionner enfin, que ça doit pas impacter une trajectoire de sortie des fossiles, voilà, qu'on définit à l'avance, à laquelle on se tient, mais que juste, entre-temps, sur cette trajectoire qu'on a fixée, qui doit être ambitieuse et qui n'est pas assez, on limite la casse un maximum parce qu'on sait que c'est une course contre la montre, là c'est encore un autre usage assez cool. Et c'était pareil pour les centres de gestion des déchets, parfois qui sont enfouis, qui vont finir par libérer des gaz qui peuvent être valorisés pour produire de l'énergie. Quand c'est un endroit qui est super isolé, où on ne peut pas mettre de réseau pour valoriser ces déchets, tu peux mettre du Bitcoin, quoi. Donc c'est des usages que j'ai moins creusés, donc je suis un peu plus approximatif dessus, mais que j'ai vu passer sur... C'est bien que tu parles de course contre la montre, parce que on est dans une contrainte de temps actuellement, de éviter de l'émission de gaz à effet de serre, tu vois. Et je pense qu'on se poserait pas ces questions-là, parce que là, ça fait un peu rustine, tu vois, se dire, le Bitcoin, c'est pour récupérer le gaspillage, tu vois. On est là à se dire, pour déjà beaucoup, les ENR, c'est un peu une rustine du manque de développement du nucléaire. Et là, on est sur une rustine d'une rustine, tu vois. On va compenser le fait qu'il y ait un moyen pas pilotable, donc... Mais en fait, pourquoi on fait ça et qu'on se dit pas, on va faire full nucléaire, full hydraulique, pilotable, nickel, tout va aller. C'est parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. 2050, c'est demain, quoi. Donc tout ce qui sera en mesure d'accélérer la transition énergétique, on le prend et on le valorise. C'est bien que tu précises ça parce que c'est ce qui fera peut-être l'objet de notre prochaine vidéo sur les futurs énergétiques. C'est que le cahier des charges, c'est d'arriver à sortir de la dépendance aux fossiles dès 2050. Si tu laisses plus de temps et que tu dis 2100, oui, tu peux faire moins de NR, tu peux attendre que ton nucléaire soit prêt et tu prends le temps, quoi. Mais on a déjà tellement de sujets à traiter, c'est-à-dire que beaucoup de gens se focusent sur l'énergie climat, mais t'as biodiversité où ça va pas fort, les sols, là, le monde agricole aussi, c'est vachement dans l'actualité. Il y a des choses à faire. En fait, en tant que société, on a des gros défis pour maintenir des bonnes conditions d'habitabilité sur Terre, une bonne cohésion sociale aussi, parce que c'est important. Ça va avec. L'énergie, c'est à la base de tout. En fait, si on n'a pas l'énergie, on n'aura pas l'esprit libre pour avoir des solutions innovantes sur les autres sujets.
Et c'est pour ça qu'il faut aller vite sur une feuille de route. Moi, c'est ce que je dis parfois quand on me pose la question, ouais, tu penses quoi, nucléaire, renouvelable, machin. J'ai fait, en fait, j'accorde plus de valeur au fait qu'il y a un plan, une stratégie, même si c'est pas celle que j'aurais préférée, même si elle est pas parfaite selon moi, mais au moins elle nous emmène quelque part. Donc j'accorde plus de valeur à ça, plutôt que de faire un débat éternel pour savoir quelle est la meilleure solution, le meilleur chemin, tu vois, parce que... Oui. On va perdre du temps, on va perdre du jus de cerveau pour ça, quoi. On va se poser encore les questions en 2049. Bon, c'est l'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour le système énergétique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, tu vois, t'as des anciens PDG là, de EDF, Henri Proglio, qui a fait une intervention dans le Figaro. Beaucoup de gens ont retenu que le fait qu'ils disent oui, ça sert à rien d'investir dans des ENR, mais il a aussi dit que ça sert à rien d'investir dans les nouveaux EPR. Il est très sceptique sur les nouveaux EPR, il dit que c'est des coûts pas maîtrisés, qu'on ne sait pas les construire, et que même si on savait les construire, ils sont trop gros par rapport à ce dont le marché a besoin. Il veut refaire des réacteurs de deuxième génération, quoi. Lui, il dit prolongeant l'existant au maximum, on a investi dedans et on fait gagner 20 ans. Parce que dans son esprit, j'ai l'impression qu'il voit pas la nécessité de... Il dit, bon, la demande, on nous tanne avec ça, mais elle augmente pas, etc. En fait, il prend l'état de fait actuel comme un cadre sur lequel il faut pas agir et pour lequel il faut s'adapter, tu vois. Alors que nous, j'ai l'impression qu'ici, on essaie de se dire, ok, on sait ce qu'il faudrait faire pour certains objectifs, donc trouvons les leviers d'action pour y arriver, plutôt que de juste dire fatalement, la demande n'augmente pas, du coup, on n'investit pas. Oui. On va pas aller bien loin comme ça, tu vois. Alors que tous les plans ambitieux industriels de l'histoire, ils ont fixé un cap et l'ont fait advenir, tu vois. Ils ont pas forcément réussi, mais ils s'y sont rapprochés. Donc c'est bien que tu parles de ça, où c'est vrai que sinon, on peut se dire qu'il y a pas d'intérêt. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que ça peut être intéressant de regarder ce qui est faisable, au moins. Ouais. De façon agnostique, quoi. C'est ça. Et ce qui est faisable, c'est typiquement l'exemple à Tokyo. Nous, on pourrait le faire en France pour tester au moins. Tu vois, il y a des experts, je sais pas ce qui existe. On peut pas deviner. Il y a potentiellement des acteurs privés qui y pensent, etc. À ces usages-là. Mais en tout cas, si l'État y pense, elle le laisse pas deviner. Et l'État n'y pense potentiellement pas. Et la France doit se saisir du sujet, au moins qu'il y ait des gens qui creusent, quoi. Parce que l'Institut National Bitcoin dont tu parlais, c'est pas un institut étatique, hein. Non, mais c'est un collectif de gens qui se sont dit on est français, on voit que la France est en retard sur le sujet, on a envie de faire connaître à la France, donc ils font un gros travail de lobbying, d'aller rencontrer des gens, de créer du contenu pour faire connaître le sujet, pour que les gens se posent les bonnes questions. Après, dans la communauté Bitcoin, comme dans toutes les communautés, t'as des gens qui ont différents intérêts. T'en as qui pensent plutôt à l'aspect perso de ce que permet Bitcoin d'échanger sans tiers, etc. Y en a, t'as plein de gens dans tout ça. T'as aussi un argument qui est parfois mis en avant que je trouve pas terrible, qui est le fait que justement, si on mine avec Bitcoin, on peut limiter les périodes où le nucléaire va devoir moduler à la baisse. Et ça, c'est bien parce que ça préserve les centrales qui sont sinon usés. C'est un argument qu'on retrouve beaucoup, dire à cause de l'éolien. La modulation abîme les centrales. Voilà, c'est ça. Alors que ça, tu vois, ça a été démenti plusieurs fois, dans le sens où y a Luc Rémond qui le disait à son audition, Cédric Lewandowski, qui est quand même l'opérateur du parc, le directeur du parc nucléaire. T'as là Bernard Fontana dans ses 2 auditions. On lui a reposé la question, il a dit « je ne pense pas ». Parce que en gros, ce qui s'est fait, c'est qu'ils ont essayé de voir sur les différentes centrales en France faire fonctionner une partie des réacteurs en modulation, l'autre partie pas en modulation. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ils remarquent qu'il n'y a pas d'usure significative sur les réacteurs qui modulent. Et heureusement, parce que ça fait des décennies qu'on module. Et là, juste que le rythme et les fréquences de modulation augmentent, parce que les modulations sont plus très prévues. C'est-à-dire qu'avant, c'était 2 fois par jour. On pouvait moduler de 100 à 20% de la puissance du réacteur. Etc. Là, parfois, on va demander l'arrêt de la centrale, où là, on est sur c'est beaucoup plus flou, parce qu'on sait pas, on n'a pas évalué les conséquences d'un arrêt forcé qu'on va te demander, parce que là, tu dois tout redémarrer. Ouais. Mais sur la modulation, en fait, aujourd'hui, il est faux de dire que ça abîme l'outil, parce que on pourra jamais prouver que ça n'abîme pas l'outil. Juste qu'en regardant sur 20-30 ans, on remarque qu'on peut pas dire significativement que quand on module, ça abîme plus que quand on module pas. Et par contre, beaucoup citent un rapport de, je crois que l'agence de sécurité nucléaire ou quelque chose comme ça, mais qui est pas un rapport technique. En fait, c'est de l'inspecteur de sûreté nucléaire.
C'est un monsieur qui parle dans son jeu, dans son rapport. Un scientifique dit jamais je pense que, tu vois, il dit la science nous montre que, ou etc. Lui, dans son rapport, on lui a demandé de regarder EDF d'une vision holistique, d'aller voir les opérateurs EDF, les salariés, voir qu'est-ce qu'ils se pensent de tel ou tel sujet. Et à un moment, ce qui ressort sur la modulation, quel est le lien avec la sûreté, c'est que c'est des opérations, on va leur demander, et ils ont un agenda, un emploi du temps pour la centrale. Hop, s'il y a une information, un ordre de modulation qui arrive, ça perturbe leur organisation, ça crée des difficultés organisationnelles, on va dire, et du coup, par conséquent, des enjeux de sûreté derrière, parce que oui, si tu fais des choses imprévues à la dernière minute, tu peux rater quelque chose qui était essentiel, tu vois. Mais pour moi, c'était un peu prévu, cette modulation. Enfin, la modulation, c'est juste. C'est là, au moment de la cloche solaire, en fait, non ? Avant, c'est des ordres qui peuvent venir à la dernière minute de RTE qui va dire là, ça va être trop chargé, il faut moduler. Alors qu'avant, c'était prévu 2 fois par jour pour absorber justement pour suivre la demande, parce qu'on savait la fameuse fameux profil de consommation, le pic à 19h, etc. Donc dans ces cas-là, ça a été mis en place fin du siècle dernier, où on sait moduler, on sait que c'est 2 fois par jour, on sait les créneaux, etc. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus d'ordres à des moments pas forcément toujours les mêmes, etc. Mais sur l'outil, dire que ça abîme l'outil, aujourd'hui, c'est faux de le dire, quoi. Et donc parfois, certains mettent en avant le minage comme on va préserver l'outil nucléaire, etc. Alors oui, il existe un risque. C'est toujours mieux, on va te dire, d'opérer à puissance constante. Mais bon, il existe un risque de tout dans la vie, tu vois. Enfin, c'est pas l'argument que je mettrai en avant. Par contre, la flexibilité, le fait que ça te permette d'investir dans ton réseau quand il est pas prêt et que ça te permette de valoriser tes surplus quand il y en a, c'est difficile de battre ça. Et pour battre ça, donc comme tu parlais des réserves, on peut peut-être faire un tour sur les réserves maintenant, c'est... faut pas oublier les autres leviers dont on a parlé, donc le fameux rapport, tu vois. Moi, je le vois vraiment comme un nouveau moyen de flexibilité, tu vois. Après, on va parler là pendant plus c'est un nouveau moyen de flexibilité qui a des avantages qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, c'est-à-dire l'arrêt quand on le souhaite, à part les batteries, en fait. C'est en concurrence des batteries. C'est en concurrence des batteries, sauf que la batterie, elle va réinjecter déjà, mais elle va pas produire quelque chose de financier, quoi. T'auras pas de revenus du stockage de la batterie en tant que tel, sauf si elle fait de la capacité, mais voilà, ça s'inscrit dans un modèle. Alors que là, le moyen de minage de Bitcoin s'inscrit dans le Bitcoin, donc c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus... Voilà. Ça peut se mettre partout dans le monde et à la chaleur. Et ce qu'il disait justement l'ingénieur là que j'ai bien aimé, il parle, vu qu'il s'y connaît, il dit un peu moins de bêtises que beaucoup d'autres, c'est les service systems. Il joue sur 2 service systems. Le premier, c'est... Tu peux expliquer vite fait ce que c'est le service system ? Ouais. En fait, quand on veut de l'énergie, ce qu'on achète, c'est de l'énergie, c'est du kilowattheure, c'est pour pouvoir chauffer son plat, éclairer, etc. Bon, un réseau électrique, ça a besoin de beaucoup plus que ça pour fonctionner. Donc tout ce qui va pouvoir être fourni en plus est un service système qui maintient le bon fonctionnement du réseau. Donc c'est tout ce qu'on peut valoriser qui n'est pas le kilowattheure, quoi, en gros. Parce que tout kilowattheure n'a pas la même valeur. Entre un kilowattheure qui est modulable, un kilowattheure qui est effaçable, etc. Donc le service système, c'est une manière de rémunérer plein d'acteurs du réseau en fonction de quel rôle ils fournissent au réseau pour fonctionner. Donc l'exemple classique, c'est les batteries qui peuvent jouer sur plein de services systèmes. Aujourd'hui, dans la dernière vidéo, on a beaucoup parlé de la réserve primaire. Là, ce à quoi tu sers comme service système, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement obligé de fournir des kilowattheures à tes clients. C'est-à-dire que sur le réseau, il faut que ce qui est consommé soit égal à ce qui est produit. Alors que, je sais pas, là, si tu vas tirer ta chasse d'eau, l'eau, elle est déjà là, elle est disponible. Mais elle est stockée, quoi. Tu peux l'utiliser quand on a besoin. Donc, t'as pas besoin de ce service système en plus de garantir que à chaque instant, t'es la conso, etc. Donc, déjà, la batterie peut servir à ça. En ajustant, s'il y a un déséquilibre, plus de prod, elle soutire un peu, plus de conso, elle injecte un peu. Premier service système. Deuxième service, c'est le lissage de faire des arbitrages. Donc là, c'est pas tant pour le système à nous, mais plus au profit du producteur intermittent. Voilà. Soutirer quand c'est pas cher, injecter quand c'est cher. Exactement. Donc c'est un autre service système, mais plutôt pas pour l'opérateur, mais plus pour le producteur. Mais l'un dans l'autre, ça arrange aussi l'opérateur. Et tu as un autre qu'on développe à peine chez Enedis, qui est encore en recherche,
c'est justement la congestion du réseau. C'est sur le réseau de distribution, avoir une batterie qui va soutirer quand le réseau est congestionné et pouvoir réinjecter quand il y a de la place, quoi. Ouais. Bah, Bitcoin peut se positionner sur les deux derniers. Donc, c'est ce qu'il fait là, Kenji Tatewa. Le premier, c'est couplé avec un moyen de production intermittent. Est-ce qu'on arrive en minant quand le prix est trop bas à avoir des résultats économiques intéressants? Et le deuxième, c'est le service de congestion du réseau où il y a trop d'énergie à faire circuler. Hop, on mine, ça décongestionne le réseau. Et en plus, vu qu'on prend des appareils un peu bas de gamme, seconde main, qui chauffent beaucoup, on prend cette chaleur pour créer tout un business local, quoi. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est un moyen de flexibilité très cool, ouais. qui est inconnu, quoi, en fait. Ouais, il est inconnu, on n'en parle pas. Et je pense que c'est important d'apporter de la nuance dans tout ça. On a beaucoup complimenté le minage de Bitcoin. Ouais. Ça a tout son mérite, en effet. Si on pense un peu contre nous-mêmes et qu'on fait un peu avocat du diable, qu'est-ce qui freine en fait le développement du Bitcoin aujourd'hui ? En vrai, j'ai même pas besoin de penser beaucoup contre moi-même parce que je suis très sceptique sur un peu la boîte de Pandore que ça peut ouvrir, en fait. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne vont pas voir dans Bitcoin tout ce qu'on vient de se raconter là, en fait. Beaucoup de gens vont voir d'autres choses, et notamment l'aspect forcément lucratif, l'aspect profit, etc. Et donc, si on reste focus sur la partie industrie, t'as un premier problème pour moi qui est la souveraineté. C'est-à-dire que qui est-ce qui fabrique ces machines ? Toujours les mêmes. Les Chinois. C'est la Chine. Donc, imaginons qu'on ait un système de souveraineté énergétique basé exclusivement sur le fait d'avoir à disposition des ASICs qui minent du Bitcoin quand on en a besoin, etc. Du jour au lendemain, ils explosent tous parce que la Chine a décidé de mettre un compte à rebours dessus, ou il ne veut plus les exporter, il monte les coûts. Bah, c'est complexe. Et si on décide de les fabriquer nous-mêmes, on sait très bien que ce sera jamais aussi compétitif. Pour toutes les raisons qui font qu'on a tué l'industrie solaire, pour toutes les raisons qui font qu'on a tué plein d'autres industries, en fait. On a blessé l'industrie française, on va dire. Bah, c'est ça, pas que française, hein. Européenne. Et donc, il y a ce premier point où, c'est pas un Deus ex machina qui sort de nulle part pour sauver la transition énergétique, c'est quelque chose qui, si on le met dans notre stratégie, il faut lui appliquer les mêmes réserves que tous les autres outils. Où moi j'ai déjà vu des gens très sévères sur les panneaux solaires et très enthousiastes sur le minage du Bitcoin pour le système énergétique, alors qu'ils critiquent les panneaux solaires en disant oui, ça vient de la Chine. Tu vois. Ouais, pas très cohérent, voilà, pas très cohérent. Donc ça c'est un premier point que je maîtrise peu, c'est tout ce que ça demande, comme tu parlais des cartes graphiques, tu parlais de toutes ces choses là, tout ce que ça demande pour avoir les choses. En fait. C'est ça, tout ce qui est sécurité. J'avoue que c'est un gros challenge. Donc, parce que la Chine et Taïwan, là, c'est en train de chauffer un peu, depuis un petit moment. Quand Xi Jinping a dit qu'il allait refaire la grande Chine pour fêter le centenaire de 1949, donc d'ici quelques années, quoi. Donc voilà, à surveiller. L'autre gros sujet, où là, j'ai pas d'éléments dessus, et où je questionne à chaque fois les gens qui me parlent de Bitcoin, c'est tout ce qu'on pourrait résumer comme étant l'analyse de cycle de vie finalement, c'est-à-dire dans quelle mesure ça consomme des ressources, quelles ressources ça consomme, comment on peut les réutiliser, les revaloriser, etc. En fait, le gain entre le service rendu et ce que ça nous coûte, quoi. Mais au sens global, en termes de les industries qui sont là-dedans, qu'est-ce qui bosse dedans, quelles sont les conditions de travail de ces productions-là, etc. Toute la partie éthique de la chose aussi, et je ne la connais pas à ce stade, sans parler de ce à quoi peut servir Bitcoin, hein. Ça c'est un autre débat que je laisse pour les commentaires, mais sur la partie juste industrielle, comme on a dit, qui était notre focus, je sais pas trop aujourd'hui l'analyse de cycle de vie, si c'est pas se tirer une balle dans le pied en se disant let's go, on fait ça se trouve ça consomme énormément de ressources et on n'a plus assez de ressources matérielles pour faire des ENR ou du numérique ou autre, tu vois. Ça devrait être similaire aux impacts du numérique de manière générale. C'est les mêmes moyens de calcul, juste optimisés pour les calculs de minage, quoi. C'est ça. Et donc je pense qu'il faudrait mettre ça en avant, où là t'as plein de plans sur l'IA qui vont sur la comète. Et du coup, plein de gens, notamment les shifters ou le shift, qui dit le numérique va faire partie de nos vies, qu'on soit d'accord ou pas, autant analyser cet impact de la manière la plus rigoureuse possible pour pouvoir le réguler un minimum, etc.
exactement la même démarche en fait. Il y avait une étude entre Mistral et le Shift Project qui était sorti là récemment, qui sortait des chiffres plutôt sobres en termes de consommation d'énergie pour l'IA. En tout cas, je voyais des exemples sur la production d'un texte qui faisait 400 tokens, mais c'était genre l'équivalent d'une page A4. C'était quelques centilitres d'eau, tu vois. Et de ce que j'ai vu, hein, ça avait l'air quand même plutôt sobre comme technologie. Ce que disait Michel Serres, un philosophe, c'est que l'intelligence artificielle et l'informatique de manière générale, c'était les petites énergies, là où l'industrie et la thermodynamique, c'était des grosses industries, et c'est des révolutions qui sont totalement différentes, où la thermo, c'était une révolution de grosses énergies avec des énormes impacts. Le numérique, c'est une révolution, mais qui a un petit peu moins de consommation d'énergie quand même. Ben, ça nous emmène à la plus grosse critique, c'est l'effet rebond. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu dis est vrai unitairement, mais quand on voit tout l'usage qu'on va en faire, enfin ça c'est le propre de l'effet rebond, unitairement on a optimisé la chose, donc je sais pas, notre outil, notre procédé consomme moins, mais du coup on en fait beaucoup plus. Et quand tu regardes l'aviation, par exemple, ils ont optimisé la consommation en carburant d'un vol, mais le nombre de vols a été vachement multiplié, ce qui fait qu'au global, l'impact est pire, quoi. Comme l'impact unitaire est faible, on se dit on peut y aller, quoi. Et on est tous victimes de ça. Hein. Quand tu arrives dans un magasin, magasin, tu voulais t'acheter un jean, tu vois que au lieu d'avoir un jean à 50 €, t'en as 2 à 35 €. Psychologiquement, tu te dis j'économise 30 €, alors qu'au total, t'auras payé 70 € et que t'avais prévu d'en dépenser que 50, tu vois. Ouais, t'économises 20 €. Ouais. Mais tu vois, c'est ouf. Et t'as pas besoin de 2 jeans, t'as besoin que d'un jean. T'as identifié ton besoin. Ouais. T'y vas, un jean 50 €, 2 jeans 40 €, admettons, pour faire des calculs plus simples. Tu dis, ah bah si j'achète 2 jeans à 40 €, c'est bon, j'ai économisé 20 €. Mais au final, t'as payé plus au global. Ouais, mais c'est quand l'offre guide le besoin. C'est ça le problème. C'est que l'offre, en fait, remet en question ce que tu voulais de base. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas confondre besoin et demande. Ouais. Et pareil, besoin et envie. Ouais. Et oui, là, je parle vraiment de besoin. Là, c'est vraiment ce qui vient de toi, ce que t'as. Ce que tu demandes, c'est pas forcément ton besoin. Ouais. Exactement. Donc c'est ça, pour moi, le risque avec tous ces trucs-là, c'est que... Et l'effet rebond, il est pervers. Hein. T'as l'effet rebond direct, donc c'est ce qu'on a dit, c'est tu penses avoir un gain unitaire sur un truc, et au global, t'as pas le gain espéré quand tu fais l'analyse globale du système. C'est pas forcément conscient, c'est juste que les choses se passent de telle sorte que, comme l'efficacité, tu vas dire, je suis plus efficace, je fais la même tâche en moins de temps, mais tu travailles pas forcément moins longtemps parce que du coup on te donne plus de tâches, ou tu te donnes toi-même plus de tâches à faire. Le truc est vraiment partout. Et là sur le minage de Bitcoin, le fait qu'on pourrait produire pour miner. C'est ça le gros risque, c'est de se dire, on a trouvé un outil magique qui nous permet de faire fi des problèmes de surcapacité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de regarder, de faire attention aux capacités qu'on développe, parce qu'on a trouvé une manière de les valoriser. Si on fait ça, c'est le début de la fin. Parce que on va se dire, on a besoin de valoriser nos surcapacités, on sort du Bitcoin, on a du Bitcoin, on peut faire des surcapacités, pop, et t'avances sur... Bon, c'est pas la démo la plus scientifique, tu sais que je vais être encore moins scientifique, j'appelle ça la théorie de la raclette. Ouais. C'est-à-dire, quand t'achètes de quoi faire une raclette, tu prends des pommes de terre, du fromage, de la charcuterie. Il te reste toujours à la fin un des trois. Tu te dis, j'ai de la charcuterie, je vais pas la manger toute seule, donc tu vas reprendre des patates et de la viande. Là, tu te retrouves, il reste des patates, il me reste tout, tu vois, et tu boucles, tu manges que de la raclette. et moi, ma solution pour ça, c'est justement de se centrer sur le besoin, où, admettons, tu arrives à avoir une image de ton appétit et de ce dont tu as besoin, et que tu décides de t'y tenir. Derrière, tu t'en fiches du reste, tu vois, tu te dis, ok, moi, j'ai atteint ma satiété, le reste, c'est ça, c'est bon. Pas grave, quoi. Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant. Il y en a qui disent oui, Bitcoin ça marche pas. Ils pourraient déjà avoir accès au marché. Si c'était si miraculeux que ça et rentable, ils pourraient aller sur le marché, faire leurs propositions, dire qu'ils veulent de l'argent. Parce que de ce que j'ai compris, le minage au-delà de 4-5 centimes le kilowattheure, du coup 40-50 € le mégawattheure, c'est plus rentable. Donc il pourra aller sur les marchés et dire nous on veut bien acheter à 10, 20, etc. J'ai vu un post de Maxence Cordier sur ce sujet-là. Voilà. Il parlait de ça justement, du fait que on peut pousser les acteurs privés à se lancer dans le minage de Bitcoin, mais en fait ils peuvent déjà le faire. S'ils ne le font pas, c'est par raison
potentiellement économique. Et c'est son hypothèse. c'est son hypothèse. Après, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'heures où c'est intéressant, peut-être Ouais. que c'est juste plus intéressant ailleurs. Comme j'ai dit, si tu vas dans une zone comme complètement isolée, où tu as une centrale hydro, où tu as de l'électricité pas chère, c'est pas que tu serais Sur pas une- rentable en sur France, une c'est que île, tu par seras exemple. plus rentable ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que peut-être que voilà, où l'investissement, le cadre réglementaire, il y a peut-être plein d'exemples, mais ce que Maxence Cordier oublie, parce que lui il aime pas du tout le sujet Bitcoin, il regarde ça d'assez loin des posts que j'ai pu lire, hein, je fais pas de procès d'intention, Je connais pas non c'est plus. quand il en parle, justement il préfère évoquer les 4 leviers que j'ai dit avant, qui permettent d'intégrer beaucoup de production intermittente, et il a raison, il faut les faire en priorité, mais il voit pas que cela ne peut pas suffire à l'instant T, ou que miner peut permettre d'accélérer cela. Donc les 4 leviers, pilotage de la demande, centrale de pointe, interconnexion et stockage à grande échelle. Et donc le problème avec son approche où il dit, bah si c'était rentable, ils ont juste à aller sur le marché. Ok, mais s'ils font ça, c'est-à-dire que du côté production, nous on sait pas sur le marché, tu dialogues avec le prix. Donc côté production, tu vois, ah tiens, il y a un acteur magique qui apparaît, et quand nous on est en dessous de nos coûts de revient, que les prix sont en train de s'effondrer, il y a lui qui est prêt à en acheter. Bah on lui vend, on en produit, on lui vend, on en produit, on lui vend. En fait, on n'aura pas le contrôle sur les quantités produites. On va se dire, ah bah tant qu'il y a un acteur, let's go quoi. Alors que si c'est fait par un opérateur EDF, RTE, que sais-je, tu peux dire, voilà mon plan de transition. Voilà ce que j'ai besoin de faire en électrification des usages. Voilà les capacités que j'ai besoin de mettre au regard de cette électrification. Voilà les besoins de flexibilité que j'ai, les besoins d'interconnexion que j'ai, etc. Tu fixes tout, tu définis ton appétit. Et après, tu utilises Bitcoin que jusqu'à satiété. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais parce que sinon, tu vas faire l'effet raclette. Si tu laisses le marché réguler, on sait bien que ça fonctionne. Ah, mais c'était pas mal. pas. Donc, ouais, c'est ça, le marché, il s'autorégule pas. Hein. Mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire matcher l'offre et la demande de la manière la plus efficace possible. Ouais, ça, il matche pas le besoin. Exactement. Il est jamais dans l'équation. Si tu arrives à faire, toi, en tant que régulateur, correspondre la demande aux besoins, là, ton marché est hyper efficace. Dans tous les cas où tu peux pas faire correspondre par la main invisible l'offre, la demande, Adam Smith, de voilà, retour. la demande et le besoin, si tu n'arrives pas à faire coïncider ça, bah, tout le reste s'effondre. Et c'est pour ça que le marché aujourd'hui est hyper complexe. C'est parce qu'on essaye de créer plein de mécanismes qui vont faire en sorte que le besoin matche la demande, quoi. Mais c'est pas évident parce qu'il y a toujours des effets que tu n'anticipes pas, il y a toujours des acteurs qui trouvent des failles dans les règles du jeu, il y a toujours des ruptures technologiques, des chocs géopolitiques, systémiques, etc. Tu vois. Et donc moi, ce que je vois comme gros risque, c'est l'effet rebond, direct comme indirect. Ce qu'on appelle l'effet rebond indirect, c'est que, bah, admettons, tu as un gain sur l'argent que tu trouves, si on reprend le machin là, les jeans, admettons, tu compares 2 jeans, tu achètes, au lieu d'acheter le jean à 50 euros, tu achètes un jean à 30 euros. Parce que tu t'es pas fait avoir par des soldes, tu as trouvé un autre vendeur de jeans qui te correspondait. Donc trop bien, tu te dis j'ai économisé 20 euros. Bah du coup tu vas dépenser dans autre chose. Effet rebond indirect. Parce que tu vas te dire bah je me libère du pouvoir d'achat, du coup je peux acheter. J'achète un t-shirt. Bah c'est ça, alors que tu avais besoin que d'un jean. Hein, de base. Donc bah là c'est pareil avec Bitcoin, si on fait des économies financières mais qu'on dit pas à l'avance qu'on va investir ces économies dans la transition, bah, tu peux te retrouver avec un effet indirect où l'acteur qui utilise le minage fait des économies et l'utilise pour développer un truc qui a rien à voir ou qui va contre le sens de la transition, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut extrêmement bien cadrer les choses si ça doit voir le jour, parce que si on laisse ce débat par les gens qui y voient un intérêt, qui du coup vont voir leur intérêt personnel, ils vont se retrouver à faire des démonstrations en te faisant miroiter ce que ça ferait économiser à la France, etc. Mais sans avoir mis en place d'abord le cadre qui permet que ça rapporte d'abord à la France avant, tu vois. Ou à l'échelle que tu as définie. Hein. Ils vont te dire, bah regardez, si la France faisait ça, mais ils vont pas mettre en place tous les garde-fous nécessaires en amont pour être sûr que ça ne devienne pas out of control, tu vois. C'est ça. Donc moi, c'est la grosse réserve que je vois avec... C'est le risque de laisser un acteur privé devenir le fonctionnaire du système, tu vois, et maintenant c'est ce qu'on fait avec les batteries qui sont totalement libéralisées. Tu peux laisser les... Après... tu peux organiser des appels d'offres. Tu peux organiser des appels d'offres, mais tu vois, ça... Je pense que l'État aura du mal à se lancer sur le Bitcoin, alors qu'elle a
peut-être loupé un peu le coche des batteries, parce que ce qu'on dit sur les batteries est valable. Enfin, ce qu'on dit sur le minage du Bitcoin est valable sur les batteries. Après, c'est pas grave si l'État est pas celui qui fait le projet, c'est juste que c'est lui qui doit réguler. Par exemple, sur les ENR, il va définir, il dit moi je veux installer 500 mégawatts sur le semestre 24. Appel d'offres, et c'est aux producteurs privés de se débrouiller, présenter leur projet, et après l'État choisit les meilleurs projets jusqu'à ces 500 mégawatts. C'est comme ça, chacun fait son boulot, tu vois. Il peut contrôler la cadence, il peut contrôler le cahier des charges, L'État n'a pas besoin de devenir un développeur de projet, quoi. C'est ça. Et donc l'État pourrait décider, moi je veux développer tant de fermes de minage, telle capacité, parce que l'opérateur me dit qu'il y a tel besoin, soit Enedis pour les congestions réseau. Bon, RTE aussi a des congestions réseau, mais quand même beaucoup des contraintes de réseau de distribution vu qu'on accueille des productions et qu'on n'avait pas l'habitude, donc ou RTE pour des systèmes d'équilibre offre-demande prix bas, il dit let's go quoi. Donc c'est des sujets où j'ai pas tous les éléments techniques, encore une fois on veut juste ouvrir le débat, mais essayer de montrer aux gens que si certains le proposent, c'est pas que c'est des illuminés, tu vois. Donc il y a 3 sujets dans ton triangle à valider. Le sujet sécurité d'approvisionnement, le fait que ça vienne de Chine, toutes ces technos, la compétitivité pour avoir un prix garanti, et l'environnement, le respect avec l'ACV. L'ACV et l'effet rebond rentrent dans l'environnement. Je pense que la compétitivité en soi, on pourrait l'avoir assez facilement, juste avec des calculs théoriques, tu peux t'approcher un peu de comment ça va se représenter, mais effectivement, ces notions-là de souveraineté et de climat. C'est ça, le fameux Energy Trilemma, du coup le trilemme de l'énergie, qui est fait pour évaluer les politiques énergétiques des différents pays. Donc tu peux trouver les notes de tout le monde sur leur site, le Energy Trilemma Index, et qui prend ces 3 critères-là, du coup, souveraineté, sécurité, coût économique et aspect environnemental. C'est des clés de lecture assez intéressantes pour analyser un sujet sur l'énergie en limitant les risques de passer à côté d'un truc évident, quoi. Et donc Bitcoin, côté rentabilité, pareil, je laisse les commentaires décider. Il y a plein d'exemples, parce qu'il y en a qui diraient faut pas subventionner si c'est rentable, machin. Enfin, si on oublie la rentabilité pure et qu'on voit l'intérêt en termes de service système, ou l'intérêt en termes de développement économique local, ou l'intérêt, ça pourrait faire sens dans un monde peut-être de subventionner si c'est à perdre sur la partie minage, au sens où si l'électricité consommée ne permet pas d'être rentable en fonction de la rémunération hypothétique de ta capacité de calcul, ça reste un truc qui a plein d'usages en termes de services réseau, ou en termes de développement local, avec ce qu'on a dit sur l'économie circulaire, la gestion de la chaleur. Ça peut être un autre usage, quoi. En fait, l'idée, c'est juste de se dire qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce qu'on peut en faire, et voir ce qu'on veut en faire. Mais si on balaye d'un revers de la main en se disant oui, c'est une monnaie pirate, ça n'existe pas. Et puis je pense aussi c'est la confiance, pour conclure, la confiance en la monnaie virtuelle, qui peut être la question que se pose l'État. Est-ce que nous, État, on investit là-dedans? Est-ce qu'on devient sérieux sur le sujet? Pour l'instant, je trouve que c'était quand même laissé beaucoup de côté. Là, on voit que les premières institutions étatiques se mettent dedans. Les États-Unis, notamment, ça a fait beaucoup parler, le fait que Trump veuille avoir une réserve nationale en Bitcoin. Je pense que ça, c'est pas notre sujet de discussion. Mais faut y penser, quoi. Se dire tout ça a une fin, c'est faire du Bitcoin. C'est vrai que ça fait de l'argent au final, mais ça fait du Bitcoin. Et est-ce que ce modèle de monnaie décentralisée fonctionnera? J'ai pas trop envie de répondre à ça. Je laisse les commentaires pour si vous souhaitez en parler. Si tu veux ajouter un point. On peut dire 2 mots là-dessus. C'est sûr que en fait, monnaie virtuelle, nos monnaies sont déjà très virtuelles. En fait, la masse monétaire qu'on touche, elles étaient basées à peu près 10%, quoi. Oui, plus. Beaucoup, c'est des unités numériques qui transitent sur ton compte, ta carte, etc. Maintenant, tout est virtuel. Tout est virtuel. T'as plus d'argent physique. Ce qu'on essayait de représenter avant, c'était quand même soit un échange de métaux, soit l'or, quelque chose, tu vois, les accords de Bretton Woods, et c'était sur l'or, et tu vois, le dollar était indexé là-dessus. Maintenant, c'est totalement décorrélé, et tout est virtuel, effectivement. Mais il y a encore les gens qui se disent, ouais, mais c'est l'État qui me garantit
Et l'État, il va pas s'envoler, quoi. Bah, c'est le rôle de l'État, et bon, c'est un autre sujet, mais par exemple, j'ai pu faire une table ronde sur la dette écologique contre dette économique, avec différents acteurs, Ok, hyper intéressant. dont François de Rugy, qui était avant à l'Assemblée. Ouais, il n'était pas président de l'Assemblée nationale, même. Si. Ouais. Et donc, on parlait beaucoup de la dette, et tout le monde commençait à raconter, tu sais, la dette explose, etc., sans vraiment définir ce que c'est la dette, ou pour moi, la dette, c'est un très mauvais mot, parce que tu vas la rapprocher à toi et moi. Tu vas te dire, il y a un gros aspect moral, quoi. Toi, tu me dois 100 euros, faut que tu me les rembourses. Mais pour un État, la dette d'un État, ça fonctionne pas du tout comme ça. Parce que l'État, contrairement à toi, il est quasiment immortel. C'est-à-dire que si moi, je viens te voir à 20 ans... C'est une entité. Bah, c'est ça. Si je te dis, je t'emprunte 100 000 euros et je te les rends dans 20 ans, bon, si on met bien les conditions, il y a moyen que tu me les prêtes. Si je viens de te voir quand j'ai 90 balais et que je te dis, je t'emprunte 100 000 euros et je te les rends dans 20 ans, tu vas peut-être te dire, bon, le gars, il est bah, pour l'État, t'as pas ce problème. L'État, il est intemporel. Du coup, comment il rembourse sa dette? L'État, il emprunte à Paul. Au moment de rembourser Paul, il va emprunter à Jacques. Au moment de rembourser à Jacques, il va emprunter à Luc. Et il peut toujours faire ce qu'on appelle rouler sa dette parce qu'il est immortel. Nous, on n'a pas ce levier-là. En fait, dette, ça devrait plutôt s'appeler levier de financement. Depuis le début des années 70, quoi. Ouais. Donc t'as plein de sujets comme ça où on prend pas le temps de comprendre ce que c'est la dette et on l'agite pour faire peur aux gens, alors que c'est le levier de financement principal de beaucoup d'entreprises et d'États. Et moi, ce qui m'avait intrigué, c'est que tu regardes la dette, elle explose depuis les années 70. Par contre, les taux d'intérêt, donc à quoi on... C'est de plus en plus simple d'emprunter. Bah, c'est ça, on fait de plus en plus la confiance. Alors, c'est pas vrai depuis 2022 sur les dernières années. Mais si tu regardes sur les 50 dernières années, on fait de plus en plus confiance à l'État pour lui donner de l'argent, alors que sa dette ne fait qu'augmenter. Moi, ça m'a intrigué, parce que ton taux d'intérêt, il représente ça. Il représente la confiance que tu as en la personne de te rendre ton argent, et aussi le manque à gagner, parce que pendant que toi, tu as mon argent, bah, je peux pas le mettre ailleurs pour qu'il travaille. Du coup, je te fais payer ça un peu, tu vois. Et donc, c'est des choses, on va pas rentrer dans trop de détails, comme tu dis, parce que c'est pas le sujet, mais qui m'ont beaucoup intrigué pendant le Covid. C'est l'État, il est endetté auprès de qui? Une question, parce qu'avant, pour moi, l'État, c'était tout, tu vois. Et je me suis dit, mais on parlait beaucoup de la dette, du Covid, de quoi qu'il en coûte, et je commençais à me poser ces questions. L'État s'est endetté auprès de qui? Assez riche pour prêter à un État, tu vois. Mais j'avais pas compris comment tout ça fonctionnait. Et aussi, pendant le Covid, on disait que toute la production était à l'arrêt, et on arrivait quand même à trouver de l'argent. Ouais. Alors que dans ma tête, l'argent qu'on mettait avait une contrepartie physique dans la vraie vie, tu vois, des biens et services qui sont là et l'argent est là pour les échanger. Mais là, on produisait rien et on trouvait de l'argent quand même. Et ça m'a vachement questionné. Et en fait, ce que Bitcoin essaye, la partie monétaire essaye de rétablir, c'est cette équivalence entre tu dépenses de l'énergie pour créer de la monnaie. Ouais. Et a priori, si tu es assez bien constitué, avant de créer de la monnaie, tu vas dépenser l'énergie pour te nourrir, pour te loger, etc. Ouais. Donc, tant que tu arrives à créer de la monnaie, c'est que tu as assez d'énergie pour répondre à tes besoins. Si tu viens à manquer d'énergie, tu vas arrêter de miner Bitcoin. Et a priori, ça fait sens, parce que ton panier de biens et services augmente pas, tu n'as pas besoin de plus de monnaie pour échanger ces biens et services, a priori. Si tu veux pas d'inflation, etc. C'est un truc de luxe un peu du coup de miner du Bitcoin. C'est ça. Ouais. C'est tu peux te le permettre, du coup tu le fais parce que derrière. Donc en fait c'est des questions sur les sujets monnaie et dette, etc. Tu vois, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a dans le cercle des ingénieurs et même de manière générale, après on a discuté avec pas mal de monde, la dette et le financement d'un État, c'est peu connu. Est-ce que tu aurais des ressources ou des choses qui t'ont permis de comprendre un petit peu tu vois, typiquement, moi, je m'y connais pas assez, tu vois, pour vraiment... faudrait que je pourrais les donner en commentaire. Là, je sais qu'il y avait Broken Money, je sais plus qui est-ce qu'il écrivait. Mais oui, t'as plein de bouquins, on pourrait les mettre en ressources dans les commentaires. Mais oui, j'ai beaucoup creusé d'abord la création monétaire, les banques centrales, les banques commerciales, comprendre que si toi, tu viens emprunter là 10 000 euros pour acheter une voiture, les 10 000 euros, elles n'existaient pas avant. C'est la banque qui écrit 10 000 euros sur une ligne et ça te donne le droit de dépenser 10 000 euros. Et quand tu lui rembourses, elle détruit cette ligne. Donc en fait, c'est le pouvoir de la création monétaire qui est déjà assez dur à conceptualiser au début. Et après, j'ai refait l'histoire de la monnaie, en fait, de à quoi ça sert une monnaie. Une monnaie, en gros, ça règle le problème, le manque de coïncidence qu'il peut y avoir entre justement l'offre et la demande. C'est-à-dire que toi, tu produis un truc à un moment. Si moi, je veux te l'échanger, donc tu fais, je sais pas, des carottes et moi, je fais du lapin.
bah si au moment où moi j'ai besoin de tes carottes, toi t'as pas besoin de mes lapins, j'ai rien à te proposer, quoi. Ouais, ça permet d'avoir des saisons différentes entre les achats et reventes. C'est ça, alors qu'avec de l'argent représente justement le travail que tu as accompli. Je te donne ton argent et toi tu le stockes. Ça te stocke la valeur de ton travail dans le temps et dans l'espace. Si tu vas ailleurs et que cette monnaie est reconnue, hop, on dit ok, bah là j'ai un truc concret, quoi, sur lequel m'appuyer et j'échange. Et en fait, la monnaie, c'est toutes les civilisations en ont eu besoin. Elle a pu prendre plein de formes et elle avait toujours les mêmes caractéristiques qui permettait d'avoir une bonne monnaie, quoi, qui garde la valeur dans le temps, dans l'espace, qui est fongible, on peut faire des petits bouts. C'est pour ça que les métaux se sont imposés. On pouvait faire des petits bouts, on pouvait faire, si tu veux acheter un gros mammouth, tu peux faire 1000 euros. Si tu veux acheter une baguette de pain, tu peux faire 1 euro. Si t'as que des gros trucs, bah t'as du mal à échanger des plus petits machins. Bon, c'est très imagé. Ouais, je vois. Mais c'est pour ça que si t'es avec une monnaie numérique, tu peux la couper en autant petits bouts que tu veux. Du coup, tu t'adaptes à plein d'économies différentes, etc. Donc bref, le sujet de la monnaie il est passionnant et c'est vrai que j'essaie de retrouver 2-3 ressources. Puis même ça va aborder aussi l'inflation. Bah c'est lié en fait monnaie et énergie, hein, parce que si tu peux imprimer trop de monnaie, en fait c'est comme ça que tu peux doper la croissance. Hein. Très factuellement, la croissance, il faut de plus en plus de points de dette pour générer des points de croissance. Au sens du PIB et le les PIB. Points, c'est-à-dire genre des montants. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes la courbe de la dette et la courbe du PIB, bah, la dette va battre le PIB, quoi. Donc, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment créé de la valeur ou pas? Que mesure le PIB aussi? Parce que le PIB, il mesure la production sur une année. La dette, c'est un stock que tu accumules depuis de plus en plus, en fait. Donc pareil, c'est difficile de comparer. Il faudrait comparer le PIB à ce que les gens appellent la charge de ta dette. C'est combien tu paies ta dette chaque année. Parce que le PIB, c'est combien tu as gagné sur l'année. Et c'est là où tu peux essayer de comparer. Mais parfois, il y en a qui disent, ouais, la dette a atteint, je sais pas, 100, 110% du PIB. Ouais. Ou même comparer. C'est pas vraiment une comparaison intéressante, je trouve. Ouais. Et le résultat net plutôt que le PIB. Parce que le PIB, c'est une sorte de... Si on compare la France à une entreprise, c'est pas du tout le cas, mais le PIB, ça serait ton chiffre d'affaires, et dans ton chiffre d'affaires, tu vas avoir une partie pour l'État, une partie pour rembourser la dette, une partie dans l'État, tu vas avoir toutes les aides, tu vas aussi avoir le fonctionnement de la Sécu, des retraites. Et en fait, il y a un plus, peut-être, tu vois, mais comme on fait que emprunter, c'est qu'il n'y a pas ce plus, donc il n'y a pas moyen de rembourser, donc on fait juste, on peut pas, tu vois, la rembourser, cette dette, un jour. Comment on pourra recréer du... Tu vois, moi je raisonne comme un mec qui a une entreprise, mais il faut du plus pour rembourser du moins, tu vois. Bah, tu fais bien, et par exemple les collectivités, c'est super intéressant, elles ont l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre, alors que l'État n'a pas cette obligation. Mais pour moi, c'est pas forcément mal, au sens où, t'imagines Covid, c'est vachement endetté. Bah, si on l'avait pas fait, bah, on aurait tué plein d'entreprises et de gens c'est ça. à la même occasion. Du coup, quel intérêt? Et tu regardes, pendant le Covid, les taux d'intérêt, ils étaient négatifs. Dit autrement, les investisseurs payaient pour pouvoir donner leur argent à l'État, tu vois. Parce que si tu es un extraterrestre et tu prends une photo de la France, du monde en 2020, Covid, c'est un peu catastrophique. Tu reviens en 2025, tu reprends la photo, t'as même pas l'impression qu'il s'est passé quoi que ce soit. Et du coup, un État, tu lui prêtes à 5 ans, à 10 ans, bah, tu sais que c'est une valeur sûre parce qu'il a son peuple. Il a son peuple à nourrir, à protéger et à soigner. Donc forcément, l'économie va repartir au bout d'un moment. Donc pendant le Covid, l'État était l'un des acteurs les plus sûrs auxquels confier ton argent parce que tu sais qu'il va pas se casser la gueule d'ici 10 ans. Alors que la boîte du coin, bon, il y a Zoom qui a explosé, tout ce qui est visio a explosé, mais t'as des boîtes qui ont coulé parce que faire face à ce choc, voilà. Du coup, l'État est toujours un acteur de confiance. Ça dépend quel État après. T'as l'histoire de est-ce que ta monnaie est dans la dette, est-ce que ta dette est dans la monnaie de l'État en question, ou est-ce que c'est dans une monnaie étrangère. Voilà, c'est encore un autre débat. La notation du pays sur sa confiance à avoir de la dette, les AAA, tout ça. Là. Bah, ça qui est assez spéculatif où t'as un investisseur, il va dire on fait pas confiance. Du coup, tout le monde va pas faire confiance. Du coup, ça baisse ton accès au crédit. Du coup, tu as du mal à te développer. Donc, on te fait encore moins confiance. Donc, j'y connais rien à ces trucs-là, mais c'est vrai qu'il y a un peu, parfois, un aspect prophétie autoréalisatrice de dire, on te dégrade. Du coup, tout le monde panique. Ah oui, c'est pas bien de lui prêter. Donc, tu as encore plus de mal à faire ce que tu veux faire. Et à l'inverse, l'inverse est vrai aussi. Hein. C'est le sujet de la réputation. Souvent, ça fait boule de nerfs. C'est ça. Donc, ça, j'avoue que j'essaie de pas trop y prêter attention.
Mais sinon, ouais, un État, tu vois, c'est assez stable. Disons que si l'État disparaît, on aura d'autres problèmes à résoudre que, ouais, est-ce qu'il me doit de l'argent, tu vois. Je pense qu'on aura atteint un stade. Ouais, je pense qu'on aura atteint un stade. Donc voilà, c'est des sujets, je pense, très intéressants, qui sont en lien avec l'énergie, complètement, qui sont en lien avec la monnaie. Et justement, Bitcoin est à la croisée de tous ces chemins. Donc c'est ce qu'on disait à l'intro de la première vidéo, c'est que tout comme l'IA, c'est un sujet à tiroir où tu peux tellement parler des modèles de langage, tu peux parler de la techno derrière, tu peux parler des entreprises, tu peux parler des conséquences sociétales. Bitcoin, c'est pareil, c'est un sujet à tiroir. Bah, c'est pour ça que là, on a fait un énorme panorama. On a parlé de plein de choses. T'as plein de choses, et moi, les aspects que j'ai le plus creusé, c'est l'aspect monnaie et énergie, parce que c'est des trucs auxquels j'étais déjà sensible avant. La partie techno, blockchain, etc., je connais pas grand-chose, mais ça a leurs applications. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent Bitcoin c'est inutile, mais la blockchain c'est vraiment magique, au sens où ça permet apparemment de faire des contrats, des choses hyper transparentes, inviolables, très sécurisées. Je m'y connais absolument pas. Je trouve ça rigolo quand même de juste jeter Bitcoin et dire bon, on garde la blockchain parce que c'est le seul truc qui a de la valeur. Je m'y connais pas, donc je sais pas, mais je trouve ça quand même rigolo. Je crois que ça a un impact et un intérêt quand il y aura les ordinateurs quantiques qui seront capables d'avoir des capacités de calcul tellement énormes qu'ils pourront casser en fait tous les codes que tu as et toutes les sécurités informatiques qui existent pour le moment. Toute la crypto classique. Ouais, toute la crypto classique. Du coup, tu aurais une crypto quantique via la blockchain qui sécuriserait beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Ah ben voilà. Ça peut être intéressant à creuser, mais tu vois, moi je m'y connais pas assez, et puis c'est très vite très technique. Ah ouais, déjà dès que tu mets quantique et crypto, forcément. La crypto quantique, là tu passes pour un. Bah crypto, j'avais essayé de comprendre un peu Bitcoin, comment ça marchait, c'est de la cryptographie elliptique. Enfin c'est des trucs qu'on faisait un peu en terminale avec des noms premiers, trouver des clés qui permettent de valider, ou en fait avec la clé de celui qui, enfin t'as deux acteurs qui font une transaction, t'en as un qui a une clé avec un certain nombre, l'autre avec une autre. Quand tu fais le produit des deux, c'est pour ça qu'on cherche beaucoup des produits de facteurs premiers, bah, tu n'as aucun moyen de savoir quels étaient les deux nombres du début, quoi. C'est un peu ça qui sécurise la transaction. C'est toi, tu vois le produit des deux, mais tu n'as aucun moyen de savoir comment ça a été composé. Et du coup, c'est ça qui sécurise un peu ton système. Bon, j'avais commencé à essayer de comprendre à peu près, même si c'est des sujets un peu loin de nos métiers. Des matheux un peu là-dedans pour prouver la confiance, c'est ça. C'est lié, hein, c'est comme tu dis, pour dire aux gens qui peuvent faire confiance à ça, faut qu'ils s'assurent que ce soit plus sûr que la banque centrale classique, ou etc. Ouais. Il faut que ce soit eux-mêmes qui aient les mains dedans, tu vois. Il y a pas meilleure confiance que le contrôle, en fait. C'est exactement ce qu'ils aiment bien dire là dans la communauté Bitcoin, don't trust, verify. C'est un truc de beaucoup de geeks en général, hein, pas que les gens qui font de la crypto, mais même pas geek, c'est juste qu'il y a plein de choses dans notre quotidien que on sait pas trop comment elles fonctionnent, on fait confiance, hein, tous les philosophes nous l'ont toujours dit, quoi. On délègue une partie de notre charge mentale à quelqu'un qui gère pour nous, le souverain, parce qu'il garantit pour nous notre sécurité, etc. Et puis nous derrière on se pose moins de questions, quoi. Dans ce cadre-là, on fait notre vie. C'est ça. Donc c'est ça que j'invite les gens à faire, c'est de se renseigner sur le sujet et de découvrir un peu plus les arcanes. Et je pense qu'on peut préciser que ce n'est pas des conseils en investissement qu'on a donné, et que nous-mêmes on ne possède pas de crypto. Donc voilà, on fait pas de la. Je n'ai pas de crypto, Cyril non plus. Voilà. On fait pas la promotion du Bitcoin ici. On parle d'énergie. Et voilà, je te remercie en tout cas, Cyril, pour cette intervention sur le Bitcoin qui était très complète, et je pense que c'est une belle pierre qu'on pose sur la chaîne et qu'on diffusera. Et voilà, sujet hyper intéressant. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et faire tout ce que vous savez, ce qui est bien pour une chaîne YouTube. Voilà. Je vous remercie encore Cyril. Merci. Et puis à bientôt. Plus.